Allô, oui. C'est bon, c'est bon. J'ai Allô, oui, bonjour. Voilà, j'ai la commande du partage, c'est bon. Bonjour. Donc, on va commencer maintenant. Docteur, Allô, oui. docteur, s'il vous plaît, vous me permettez de faire Allô, on va l'enregistrement du commencer. cours. Ah, ok. D'accord, merci. Le son est bien transmis ou non? Fais-moi signe. Oui, on vous entend, docteur. OK? Oui, d'accord. Donc, on va commencer. Donc, bonjour, bonsoir tout le monde. Donc, je me présente, je suis le Dr Khizir, maître assistant anesthésie et réanimation, chef d'unité du service anesthésie et réanimation de la chirurgie plastique de l'IRA. Donc, on va voir ensemble ce qu'on appelle la physiopathologie de la cétoacidose diabétique ou l'acétocétose diabétique, c'est la même chose. Allez, on va commencer. Donc, on va voir la physiopathologie. Donc, on va commencer par l'introduction-définition. La cétoacidose diabétique est une complication métabolique aiguë du diabète caractérisée par cette complication donc qui complique la vie du diabétique, surtout le diabétique type 1, entre parenthèses, c'est le diabétique insulinodépendant. Donc, c'est une complication métabolique aiguë du diabète caractérisée par l'hyperglycémie, une hypercétonémie, c'est-à-dire augmentation des corps cétoniques plasmatiques, et une acidose métabolique. C'est vrai, communément, elle est appelée acidocétose diabétique. La plupart des gens l'appellent acidocétose diabétique, mais le terme cétoacidose semble toutefois plus approprié, puisque du point de vue physiopathologique, la cétose précède l'apparition de l'acidose. Donc, il est plus approprié de l'appeler cétoacidose au lieu d'acidocétose diabétique. Donc, si on va décortiquer le titre, donc le titre il est composé de cétose, acidose, diabétique. Donc, cétose, ça veut dire corps cétonique. Acidose, c'est le pH, c'est l'acidité, c'est le pH inférieur à 7,38, à savoir que le pH normal varie entre 7,38 et 7,42. Donc, ça veut dire 4 plus ou moins 2. Donc, on est dans le versant acide. Cette acidose, elle est causée par quoi? Elle est causée par la présence de corps cétoniques. Chez qui? Chez le diabète. Donc, et toujours, on continue toujours la décortication du terme ou la terminologie de la cétoacétose. Des fois, on emploie le terme coma acétocétosique. Apparaît quant à lui, c'est-à-dire apparaît quant à ce terme, le plus souvent, il est inadapté. Le coma ne s'observe que dans moins de 10% des cas. Donc, ce terme reste un peu exagéré pour la cétose diabétique. Donc, normalement, néanmoins, il est attribué aux formes sévères de la maladie. Dans les formes sévères, on assiste dans 10% aux situations de troubles
la conscience qui accompagne cette cétoacétose. Donc, après l'introduction et la décortication du titre ou le terme acétocétose, on va voir les facteurs déclenchants de cette complication. Les facteurs déclenchants. Le diabétique, il mène une vie d'équilibre avec sa maladie, c'est-à-dire, mais il y a des moments où il y a des perturbations ou d'une cassure de cet équilibre. Il y a certains facteurs qui déclenchent cet déséquilibre. À savoir, il y a ce qu'on appelle les décontraintes physiologiques. Elles sont fréquentes, elles peuvent déclencher l'acétocétose ou le cétocétose diabétique et comprennent, dans la majorité des cas, surtout les infections, qu'elles soient virales ou bactériennes, en particulier les infections pulmonaires et les infections urinaires. Deuxièmement, l'infarctus de myocarde. Les accidents vasculaires cérébraux, ils viennent en troisième position. En quatrième position, on a les pancréatites. En cinquième position, les médications physiologiques de la grossesse, elles sont diabétogènes, donc ils peuvent déséquilibrer le diabétique vers une complication qui est l'acétocétose diabétique. Et à savoir, Yannick, tous les traumatismes, elles peuvent générer des situations de déséquilibre et déclencher cette complication. Parfois, la non-observance des traitements à base d'insuline surtout, ou un traitement ou de dose d'insuline manquant. Toujours dans le cadre des facteurs déclenchants, on a certains médicaments qui peuvent déclencher l'acétocétose diabétique, surtout les corticoïdes et certains diurétiques thiazidiques et les sympathomimétiques. C'est des médicaments incriminés dans le déclenchement de cette complication. Ça va? Vous arrivez à comprendre? Allô? Oui, monsieur. D'accord, d'accord. S'il y a des questions, je suis ouvert à répondre à toutes vos questions. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur. Oui? Monsieur, pour les facteurs déclenchants. Est-ce que le patient, c'est diabétique? Bien sûr, je suis sûr, c'est une condition. On parle d'acétocétose chez les patients diabétiques. C'est vrai, il y a des situations où on peut avoir des situations d'acétocétose chez le non-diabétique, par exemple les comas alcooliques. Mais l'objectif du cours, c'est la physiopathologie de l'acétoacidose chez le diabétique. Chez le diabétique. D'accord? Au début, on a parlé de l'acétocétose chez le diabétique, c'est-à-dire présence de corps cétonique qui génère une situation d'acétose chez le diabétique. D'accord? C'est vrai, le diabétique, il vit avec sa maladie, qui est le diabète, c'est-à-dire le diabète, mais il garde certains déséquilibres sur le plan glycémique, mais jamais il fait un déséquilibre sur la pH mitrée, c'est-à-dire l'équilibre acide-base. Mais une fois cette complication, elle est déclenchée, donc on va faire ce qu'on appelle un déséquilibre du bilan acide-base de l'organisme. C'est-à-dire le malade, il fait des pH mitrés en faveur d'une acédose. D'accord? Cette acédose, on a dit qu'elle est causée par la présence
ou l'augmentation de concentration des corps cétoniques au niveau plasmatique du diabétique, d'où la complication de la cétose diabétique. OK? C'est bon? D'accord? Aïe. Oui, monsieur, c'est bon. Donc, après l'introduction, on a vu ce qu'on appelle les facteurs déclenchants, c'est-à-dire les facteurs qui peuvent déséquilibrer le diabète et génèrent la situation de la cétose diabétique. On a dit que le facteur numéro 1, c'est les infections. Donc, 30 à 40%, c'est les infections, qu'elles soient bactériennes ou virales, donc, c'est les infections. Souvent, on a affaire surtout à des pneumonies, c'est-à-dire des infections pulmonaires, et les infections urinaires. D'où l'intérêt dans la prise en charge de cette complication de chercher après ces facteurs déclenchants et les traiter. D'accord? Il faut toujours traiter ce type d'infection afin de restabiliser le diabète. En deuxième lieu, toutes les situations stressantes, les traumatismes stressants, tels que l'infarctus, les accidents vasculaires cérébraux, les pancréatites, ils peuvent déséquilibrer le diabétique et créer une situation d'acétose diabétique. La grossesse et des fois des instabilités dans la prise, surtout de l'insuline chez les diabétiques qui sont pas, qui n'observent pas leur et qui ne prennent pas leur insuline correctement. On a dit que plus les facteurs, les contraintes physiologiques, on a certains médicaments qui peuvent générer cette situation d'équilibre, surtout les corticoïdes. Les corticoïdes sont considérés comme des hormones de contre-régulation. Ils ont un effet déstabilisant de fonctionnement de la régulation glycémique. On passe au chapitre C, qui est la physiopathologie, proprement dit. Donc, le point de départ de cette complication, c'est le manque d'insuline. Soit ce manque, il est absolu ou relatif, c'est-à-dire total ou partiel. Donc, on a une insuffisance dans la sécrétion d'insuline. Donc, l'insuline, ce qu'on appelle l'insulinopénie. L'insulinopénie, c'est le point de départ de cette complication. Cette insulinopénie, elle va entraîner des modifications de production et d'utilisation du glucose, entraînant ainsi des hyperglycémies et une cétose responsable de la cétose métabolique. Donc, on a au départ donc l'insulinopénie, donc manque d'insuline, automatiquement on aura de l'hyperglycémie et la présence de corps cétonique. À savoir une chose, que l'insuline étant la seule hormone
dans l'organisme hypoglycémiante. Donc, elle est essentielle dans la régulation de la glycémie. Elle permet le stockage de l'énergie sous forme de glucose, c'est-à-dire elle stocke le glucose sous forme de glycogène au niveau du foie et des muscles. Elle tient qu'elle stocke l'énergie sous forme de triglycérides et de protéines, à savoir, donc on parle d'une hormone anabolisante qui fait la différence avec les hormones catabolisantes. Donc, sa carence va donc directement engendrer des désordres du métabolisme glycidique, et du métabolisme lipidique et du métabolisme protéidique. Donc, heureusement, le point de départ, c'est l'insulinophilie. Quand pas d'insuline, automatiquement, on a l'hyperglycémie et la génération des corps cétoniques. OK? Donc, le manque d'insuline, il va perturber le métabolisme glycidique et le métabolisme lipidique et le métabolisme protéidique. De couper le sang. Donc, la suite de la physiopathologie sur le désordre glycidique. L'hyperglycémie qui résulte de l'altération du métabolisme des glucides par diminution de l'insuline ou, entre parenthèses, diminution du rapport insuline par rapport au glucagon, à cause de la diminution surtout de l'insuline et l'augmentation du glucagon. Ce dernier, l'augmentation du glucagon va entraîner un blocage de la glycolyse hépatique. La glycolyse, ça veut dire la destruction du glucose. Donc, l'augmentation du glucagon va bloquer la glycolyse. Donc, il va favoriser la glycogénolyse hépatique, c'est-à-dire la destruction du glycogène. Il va générer comme ça une molécule de glycogène. Elle va générer plusieurs molécules de glucose qui va contribuer à augmenter la concentration de glucose dans le plasma. L'arrêt de la glycolyse, c'est-à-dire la destruction, la consommation du glucose, donc tout ça, elle va engendrer une situation de l'hyperglycémie. Donc, l'augmentation du glucagon, il va favoriser la glycogénolyse, c'est-à-dire la destruction du glycogène qui va libérer plusieurs molécules de glucose. Donc, plusieurs molécules de glucose, ça veut dire augmentation de la concentration du glucose au niveau plasmatique, d'où l'augmentation de la glycémie, qui est déjà augmentée par le manque d'insuline. La deuxième partie, cette hyperglycémie, lorsqu'elle augmente la concentration de la glycémie, une fois qu'elle dépasse le seuil de réabsorption rénale qui est 1,80, une fois la glycémie dépasse les 1,80, elle s'installera ce qu'on appelle la glycosurée, c'est-à-dire la fuite urinaire du glucose. La fuite
du glucose par le rein. Le rein, une fois la glycémie, elle dépasse les 1,80, il ne pourra pas réabsorber le glucose. Donc, il laisse passer les glucoses dans les urines. Donc, il va faire ce qu'on appelle la glycosurée, c'est-à-dire fuite du glucose par voie urinaire. Cette fuite de glucose par voie urinaire, elle est accompagnée d'une polyurée riche en eau et en sel, au sodium et de potassium. Donc, elle va entraîner une situation de perte hydroélectrolytique. Donc, perte hydroélectrolytique qui peut évoluer vers la déshydratation, ensuite l'hypovolémie, qui stimulera par la suite les hormones de stress qui vont à leur tour aggraver cette hyperglycémie. Donc, le point de départ, c'est déficit en insuline. Cette déficit en insuline, elle va créer une situation d'hyperglycémie. D'accord? Cette hyperglycémie, elle va augmenter l'osmolarité plasmatique, d'où la diurèse osmotique. C'est-à-dire, une fois les concentrations du glucose sont augmentées au niveau du plasma, elle va augmenter l'osmolarité plasmatique. Le point de départ, on a parlé d'un déficit en insuline. Ce déficit insuline, donc, l'un des rôles de l'insuline, c'est quoi? C'est inciter la cellule à consommer, d'accord? L'un des rôles. Donc, le manque de consommation de glucose, il va augmenter sa concentration, d'où l'hyperglycémie. L'hyperglycémie, ça veut dire augmentation de la concentration du glucose au niveau plasmatique. Donc, il va générer une situation d'augmentation de l'osmolarité. Cette osmolarité va déclencher ce qu'on appelle la diurèse osmotique. La diurèse osmotique, c'est-à-dire la polyurée, donc ça veut dire fuite hydroélectrolytique. Fuite hydroélectrolytique. Cette fuite hydroélectrolytique, il va générer une situation de déshydratation qui peut évoluer jusqu'à l'hypovolémie. L'hypovolémie, elle va déclencher, elle va stimuler ce qu'on appelle les hormones de stress, l'adrénaline, noradrénaline. À leur tour, ils vont diminuer l'utilisation périphérique du glucose et aggraver l'hyperglycémie, d'où le cycle vicieux. Cette technique a un autre effet de fuite hydroélectrique, c'est l'augmentation de l'hyperosmolarité. Ou alors, cette hyperosmolarité, elle est aux alentours de 320, à savoir la normale, elle est aux environs de 280 milléquivalents par litre. Ça va piéger? Allô, oui. Oui, docteur. D'accord. Donc, on a vu la physiopathologie des désordres sur le métabolisme glycidique. Après le désordre du métabolisme glycidique, on va voir la physiopathologie du désordre sur le plan lipidique. Donc, après avoir vu la physiopathologie des désordres glycidiques, on va voir
la suite de la physiopathologie, c'est-à-dire les désordres causés par le manque d'insuline sur le métabolisme lipidique. À savoir une chose, que l'insuline est une hormone antilipolytique, c'est-à-dire une hormone anabolisante, une hormone qui construit. D'accord? Donc, manque d'insuline, ça veut dire favoriser la lipolyse, c'est-à-dire la destruction des lipides. Donc, l'insuline, c'est une hormone anti-lipolytique qui inhibe l'action de la lipase dans la cellule adipeuse. Donc, toute insuline inopinée, elle va générer une dégradation des triglycérides avec libération des acides gras libres. En plus du manque d'insuline, il y a les hormones de stress qui sont des hormones lipolytiques, c'est-à-dire ils ont un effet inverse que l'insuline. Donc, elles stimulent une hormone qui est la lipase. Cette lipase qui est à l'origine inhibée par l'insuline, elle va se libérer. Donc, on va avoir augmentation de l'effet lipolytique par action de la lipase, d'où l'augmentation de production d'acides gras libres. Les acides gras libres sont oxydés en acétylcoenzyme A au niveau mitochondrial, mais dans cette complication, on va assister à une surproduction, c'est-à-dire un excès d'acétylcoenzyme A, libéré par l'oxydation des acides gras libres. Normalement, à l'état physiologique, l'acétylcoenzyme A, il va emprunter la voie aérobique, c'est-à-dire le cycle de Krebs, mais devant la présence accrue de cet acétylcoenzyme A, le cycle il est dépassé. Donc, le métabolisme de l'acétylcoenzyme A, il est détourné vers la voie cétogène, c'est-à-dire la voie anaérobique, avec formation des corps cétoniques. Donc, dans le cas où le cycle de Krebs prend en charge l'acétylcoenzyme A, on aura comme produit de cette réaction, c'est le CO2, l'ATP et l'eau. Mais le métabolisme de cycle de Krebs, il est dépassé dans cette situation de complication. D'où une bonne partie de l'acétylcoenzyme A, au lieu de passer par le cycle de Krebs qui est dépassé, vers un autre métabolisme. C'est le métabolisme anaérobique ou le métabolisme cétogène, d'où la synthèse des métabolites incomplètement métabolisés ou catabolisés, qui est les courses cétoniques. Donc, l'explication de la présence de cette course cétonique, c'est le métabolisme anaérobique de l'acétylcoenzyme A. Jusqu'à ici, c'est clair? Sinon, je répète. C'est clair? Docteur, Oui? pouvez-vous répéter cette dernière notion, s'il vous plaît? Donc, à l'état normal, l'acétylcoenzyme A,
il est pris en charge par le cycle de Krebs. D'accord? Par le cycle de Krebs. Donc, le métabolisme de l'acétylcoenzyme A, vous avez vu déjà ça dans la biochimie en deuxième année, dans le cycle de Krebs. Donc, le produit, à la fin, on aura de l'ATP et de CO2 qui sort par voie respiratoire et de l'eau. C'est le produit de dégradation de l'acétylcoenzyme A. Mais comme le cycle de Krebs, il est saturé, il peut pas prendre en charge tous les molécules de l'acétylcoenzyme A. Une bonne partie de cette acétylcoenzyme A, elle va être déviée vers un autre métabolisme qui n'est pas le cycle de Krebs, ce qu'on appelle le métabolisme aérobique. Le cycle de Krebs, c'est un métabolisme aérobique qui nécessite l'oxygène dans son métabolisme. Par contre, le métabolisme anaérobique, c'est un métabolisme qui est privé de l'oxygène. Donc, c'est un métabolisme anaérobique. Donc, le métabolisme de l'acétylcoenzyme A par le cycle anaérobique ou cétogène, il va générer ce qu'on appelle les corps cétoniques. Donc, le point de départ, on n'a pas d'insuline. Donc, la lipase, pas d'insuline, plus augmentation des hormones de stress, elle va libérer la lipase. La lipase, elle va dégrader les triglycérides et libère les acides gras libres. Ces acides gras libres, ils vont s'oxyder en acétylcoenzyme A. Normalement, dans les situations physiologiques, cet acétylcoenzyme A, il va passer par le cycle de Krebs et libère de l'ATP et de CO2 et de l'eau. Mais dans cette situation, on a une surproduction de l'acétylcoenzyme A. Donc, le cycle de Krebs, il ne peut pas prendre en charge toutes les molécules de l'acétylcoenzyme A. Il va prendre bien sûr une partie, le reste de l'acétylcoenzyme A, il va être divisé, il va faire un autre métabolisme. C'est le métabolisme anaérobique. Ce métabolisme anaérobique, il va générer les corps cétoniques. Donc, les corps cétoniques, c'est eux qui vont créer une situation d'acétocétose diabétique. OK? Oui, OK, merci. j'attends votre réponse. Oui, docteur, merci beaucoup. D'accord. Dans un premier lieu, la compensation se fait par les carbonates avec élimination de CO2 par la respiration. Au début, une fois les concentrations des corpuscles cétoniques augmentent, donc le pH plasmatique, il va chuter. Il va vers le versant acédose. Donc le poumon, il va essayer de faire le tampon, c'est-à-dire en libérant le CO2, il va augmenter le pH plasmatique. Il va augmenter le pH. Il va essayer de faire le tampon. C'est pour cela qu'on va assister à ce qu'on appelle la polypnie chez ce type de malade. C'est un signe clinique très important. Au cours de l'acétocétose, le malade présente ce qu'on appelle la polypnie ou la respiration de Kussmaul. Respiration de Kussmaul, que vous avez vu en sémiologie. Vous avez vu deux types de respiration, le Kussmaul et le Schistox. Dans les situations d'acétose, le poumon, il va jouer le rôle, il va essayer de jouer le rôle de tampon pour éliminer les H+, donc éliminer l'acétose, en créant une situation de polypnie. À son tour, le rein, il va essayer d'éliminer les corps cétoniques, mais
cause de l'hypovolémie, c'est-à-dire à cause de la déshydratation et l'hypovolémie, cette élimination, elle est nettement diminuée à cause de l'installation de l'insuffisance rénale qui accompagne cette complication de l'acétocétose diabétique. Donc, en premier lieu, on a dit que le poumon, elle va essayer d'éliminer les H+ par voie pulmonaire et le rein par voie urinaire, c'est-à-dire éliminer les H+. Donc, sur le plan respiratoire, on va assister à une polypnie, ce qu'on appelle la polypnie de Kussmaul. Et sur le plan rénal, le rein, il va essayer d'éliminer les H+ par voie rénale, mais l'hypovolémie, il va le gêner, il va le bloquer à cause de l'installation de l'insuffisance rénale qui souvent accompagne cette complication. OK? OK? J'attends une réponse. Oui, monsieur. D'accord. Oui, monsieur. OK. Merci. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, je suis disponible à vous répondre. Là, pas de problème. Normalement, c'est hyper clair. Après la physiopathologie des désordres glycidiques, on a vu l'explication physiopathologique de l'osmolarité et l'augmentation de l'hyperglycémie et la déshydratation et l'hypovolémie avec le désordre glycidique. On a vu les désordres lipidiques causés par cette insulinopénie et la genèse du corps cétonique et l'intervention du poumon et du rein pour éliminer les H+. En troisième position, on va voir les physiopathologies des désordres protidiques. Donc, physiopathologie des ordres lipidiques. Toujours, l'insuline, c'est une hormone anabolisante. C'est une hormone qui est conservée, contrairement aux hormones catabolisantes. Donc, l'insuline stimule la synthèse des protéines et inhibe la protéolyse. Donc, tout manque d'insuline, entre parenthèses, insulinopénie, elle va créer une situation d'activation de la protéolyse. Donc, on va avoir une libération des acides aminés. Donc, destruction des protéines, ça veut dire libération des acides aminés. Parmi ces acides aminés, il y a ce qu'on appelle les acides aminés glucoformateurs et les acides aminés cétogènes. Parmi ces acides aminés, il y a des acides aminés qui vont se transformer en glucose. Donc, ils vont aggraver l'hyperglycémie. Et il y a des acides aminés qui vont se transformer en corps cétonique. Donc, ils vont aggraver ou augmenter la concentration des corps cétoniques. OK? OK? Oui, monsieur. D'accord. Donc, on va résumer tout ça dans un algorithme. Donc, au départ, on a un déficit en insuline, c'est-à-dire un manque d'insuline qui soit total ou partiel. Donc, et l'augmentation des catécholamines, le glucagon, le cortisol, les hormones de croissance, tout ça, on les appelle les hormones de stress. Donc, tout ça, manque d'insuline, augmentation des catécholamines et les glucagons et le cortisol et les hormones de croissance, tout ça, elle va diminuer
l'utilisation du glucose et augmentation de la glycogénolyse, c'est-à-dire la dégradation du glucogène et libération du glucose. Deuxièmement, tout ça, elle va déclencher ce qu'on appelle la néoglycogénèse, c'est-à-dire la synthèse de nouveaux molécules de glucose à partir des molécules non glycosiques. Quatrièmement, il va favoriser la lipolyse. La lipolyse, elle est à l'origine de dégradation des triglycérides en acide gras libre, qui est à l'origine de production des corps cétoniques. D'accord? Donc, les diminutions de l'utilisation du glucose, il va générer une situation clinique en jaune, la fatigue. Le malade, il va sentir une asthénie. D'accord? Sur le plan biologique, il la concentration de glycémie, d'où l'hyperglycémie. Cette hyperglycémie, elle va augmenter l'osmolarité extracellulaire, d'où les fuites électrolytiques, l'eau hydroélectrolytique, d'où la déshydratation cellulaire. Et ça va entraîner en jaune ce qu'on appelle une soif. Le malade va sentir la soif. D'accord? Cette hyperglycémie, elle va créer une situation de la glycosurée et elle va entraîner ce qu'on appelle une diurèse osmotique, c'est-à-dire augmentation de la concentration du glucose plasmatique. Elle va créer une polyurée, c'est-à-dire le malade, il va uriner beaucoup. Donc, uriner beaucoup, ça veut dire fuite hydroélectrolytique, c'est-à-dire le malade, il va se sécher. D'où la déshydratation extracellulaire. D'accord? Donc, déshydratation extracellulaire, donc c'est à cause des pertes de l'eau et des ions par voie rénale. Cette déshydratation, elle peut toucher le système nerveux central et exactement la cellule cérébrale, d'où l'explication des comas dans les formes graves de l'acétose diabétique. La lipolyse, on a le manque d'insuline et l'augmentation des catécholamines et des glucagons, elle va libérer la lipase qui est à la base inhibée par l'insuline. Donc, le manque d'insuline et l'augmentation des concentrations des hormones de stress, elle va générer une surproduction du corps cétonique, surtout la bêta-OH butyrique, l'acide bêta-OH butyrique, qui est le corps cétonique majeur dans l'acétocétose diabétique. C'est clair? Oui, C'est clair? docteur. C'est clair? Oui, docteur. D'accord. Donc, vous avez l'algorithme en face de vous qui explique les différents mécanismes physiopathologiques de cette acétocétose diabétique. En bleu, c'est l'explication physiopathologique. En jaune, l'explication des signes cliniques. D'accord? Signes cliniques.
Donc, s'il y a des questions, je suis prêt à vous répondre. Donc, sur le plan clinique, au début, dans la phase cétosique, donc vous n'êtes pas obligé de parler de la clinique. On se limite que à la physiopathologie, c'est-à-dire l'explication des mécanismes des désordres, mais sur le plan clinique, l'explication de la fatigue, c'est la diminution de l'utilisation du glucose, c'est-à-dire le manque de la genèse de l'ATP. Donc, le malade, il va sentir une fatigue, il va sentir une soif à cause de l'hyperosmolarité extracellulaire et une polyurée, donc la triade fatigue, soif, polyurée. D'accord? Et altération de l'état général, c'est les pertes de poids à cause de dégradation des lipides et la myoglycogénèse, donc durant cette phase. La première phase de la maladie. La deuxième phase de la maladie, c'est la phase acidocétose, c'est-à-dire durant cette phase, il y a l'apparition du pH acide plasmatique. Donc, la genèse de cette situation d'acidose, elle est surtout liée à la présence des corps cytoniques. Une fois les corps cytoniques augmentent leur concentration au niveau plasmatique, donc ils vont diminuer le pH plasmatique et l'installation de l'acédose. Donc l'installation de l'acédose, donc automatiquement on a dit que le poumon il va essayer d'éliminer les H+ en excès, d'où l'hyperventilation, la polypnie de Kussmaul. D'accord. Deuxièmement, on va avoir des douleurs abdominales, des vomissements en relation avec les troubles ioniques. On peut avoir des troubles de la conscience à cause de la déshydratation extracellulaire au niveau cérébral. Donc, on aura des troubles de type neurologique à cause des pertes de l'eau et des ions au niveau cérébral. Donc, merci de votre assistance à mon cours. S'il y a des questions sur tout ce qui est en rapport avec la physiopathologie ou tout ce qui est en rapport avec l'acétocétose, je suis prêt à vous expliquer et vous claircir les différentes mécanismes. Monsieur, Oui, pour l'augmentation de lipolyse, pourquoi il y a perte de phosphate? Pourquoi il y a Perte de phosphate. Pourquoi il y a perte de phosphate? Donc, oui. le métabolisme de phosphore, généralement, il y a l'histoire de l'équilibre de charge. L'équilibre de charge. Le corps humain, il a tendance à équilibrer les éléments qui ont une charge négative et les charges positives. D'accord? Donc, la présence, grosso modo, en excès de H+, qui est l'acide, d'accord? Tout ce qui est acide, c'est un H+, d'accord? Donc, et le phosphore, il a une charge positive, donc, il est repoussé par l'organisme pour laisser une place pour les H+. C'est pour cela on parle de trop anionique positif au cours de l'acidose respiratoire. Donc, une fois vous allez voir l'équilibre acide-base, vous allez voir ce qu'on appelle le trop anionique dans les situations
de l'acétocétose diabétique, le très haut anionique, il dépasse largement les 12 milléquivalents ou millimoles par litre. Il dépasse les 16 mètres par litre. Donc, la présence des H+, Gdemna, il ne laisse pas la place au H+ du phosphore, donc il est éliminé. Il faut savoir, il faut jeter un coup d'œil sur le métabolisme acide-base. OK? Oui, docteur, merci. Pas de quoi. Ça va? Donc, grosso modo, donc le point de départ de cette complication, c'est le manque d'insuline. C'est pour cela, c'est une complication qu'on trouve dans 90% chez les diabétiques type 1, c'est-à-dire les diabétiques qui n'ont pas de sécrétion d'insuline, qui ont une insulinopénie absolue. Elle est très rare, elle est de l'ordre de 5 à 10% pour les diabétiques type 2, parce que les type 2, ils gardent toujours un potentiel sécrétoire d'insuline qui va les protéger contre cette complication. OK? Mais il y a une forme clinique de type 2 de diabète chez les Africains, ce qu'on appelle le diabète type 2 chez les Noirs d'Afrique, qui peuvent générer cette situation d'acétocétose, c'est les diabétiques type 2. D'autres questions? C'est clair? Donc, question. Pourquoi l'EDM et l'AVC déclenchent l'acétocétose et le coma, il est brutal ou progressif? Donc, pourquoi l'EDM et l'AVC déclenchent? L'EDM et l'AVC, c'est des situations de stress. Donc, situation de stress, donc il va favoriser l'apparition des hormones de contre-régulation, c'est-à-dire les hormones, les catécholamines et le glucagon. D'accord? Tout ça, il va engendrer une situation de déséquilibre, c'est-à-dire rapport insuline sur hormones de stress, il est en faveur des hormones de stress. Donc, tout ça, il va engendrer une situation d'insulinopénie relative. Donc, l'insuline, il devient incapable d'assurer ses fonctions sur le métabolisme glycidique et lipidique et protéidique. Donc, il devient insuffisant devant la présence de ce type d'hormones de contre-régulation qui apparaissent lors des situations de stress, telles que l'EDM et les AVC et les pancréatites, et certains traumatismes. Deuxièmement, deuxième partie de la question, les comas est-il brutal ou progressif? Donc, les comas au cours de l'acétocétose diabétique, elles sont rares. Elles sont de l'ordre de 10%. C'est tout. C'est pas le cas qui m'a les comas hyperosmolaires en complication chez le diabétique. Donc, elles sont rares. En plus, c'est des comas, souvent, c'est des comas iatrogènes causés par surtout la réhydratation, qui génère une situation d'œdème cérébral. Donc, le coma, il est pas fréquent au cours de l'acétocétose diabétique, contrairement à la complication
ce qu'on appelle la complication l'hyperosmolaire, c'est fréquent dans cette complication, contrairement à l'acidocétose diabétique. Donc, le coma progressif ou brutal, l'évolution de la pathologie, souvent, elle est progressive, donc on fait une situation de première phase de quelques jours, ensuite la même chose pour la phase cytosique, une appelle 2 à 3 jours. Donc, l'installation, elle est progressive. Diabète, dit jamais dire non acétose. Non, jamais. C'est pas jamais. Donc, le diabète type 2, il peut compliquer par une cétoacétose. Mais il est très rare. Il est de l'ordre 10 à 5, aux environs de 10 à 5%. D'accord? Donc, du moment que le type 2, il garde toujours un potentiel de sécrétion d'insuline, cette sécrétion d'insuline, il va le protéger contre l'apparition de ce type de complications. Le trouble de la tension artérielle sont parmi les signes cliniques ou non? Oui, les tensions artérielles, c'est le reflet de l'état hémodynamique du patient. Et l'état hémodynamique du patient, elle est directement liée à la volémie. Donc, toute déshydratation ou hypovolémie peuvent évoluer vers l'hypotension, mais une situation d'état de choc. Donc, l'état de tension ou le profil tensionnel dépend à la situation de la volémie. Un malade déshydraté, un diabétique déshydraté, automatiquement, il va faire une chute tensionnelle. OK? Donc, pourquoi les infections provoquent cette complication? Donc, l'explication, la même chose. L'infection crée une situation de stress physiologique. Le stress physiologique, donc il va amener l'organisme à sécréter ce qu'on appelle les hormones de contre-régulation ou les hormones de stress. Donc, les hormones de stress pour activer le métabolisme, pour lutter contre l'infection. Cette augmentation des concentrations des hormones de stress, elle va déséquilibrer le rapport insuline hormone de stress. Donc, l'insuline devient insuffisant pour gérer le métabolisme glycidique et le métabolisme lipidique. C'est l'explication. C'est compris? D'accord. Il ne se traite que par l'insuline. Donc, c'est clair, on a une physiopathologie qui explique le phénomène par le manque d'insuline. Donc, le traitement est là, il est basé sur 3 choses. 1, la réhydratation. Il faut corriger les fuites hydroélectrolytiques. La réhydratation plus correction de l'équilibre électrolytique. Deuxièmement, c'est l'insulinothérapie. Il faut introduire l'insuline
pour rétablir l'ordre dans le métabolisme du glycide et des lipides et des protéines. Troisièmement, il faut traiter le facteur déclenchant. Il faut traiter le facteur déclenchant. Question, le trou anionique, c'est quoi? Donc, le trou anionique, c'est un équilibre. C'est un équilibre d'organisme pour garder une certaine électroneutralité. Donc, les charges plus, elles doivent être ex aequo. Donc, la question sur le trou anionique. Donc, à l'état normal, le corps, la physiologie, a la tendance de faire ce qu'on appelle un équilibre, électroneutralité. D'accord? C'est-à-dire les charges, les éléments qui ont une charge positive, ils sont égaux aux éléments qui ont une charge négative, ce qu'on appelle l'électronégativité. Dans cette situation, qu'il y a une différence entre les charges positives et les charges négatives. Donc, on parle de trou anionique. Ce qu'on appelle le trou anionique, c'est des trous, c'est des éléments qui ont une charge négative qu'on ne peut pas les doser par le labo. Dans les situations d'acidose, on assiste à une augmentation de ce type d'éléments qui ont une charge négative. Donc, au-delà, au cours de l'acétose diabétique, on a un trou ionique qui dépasse les 16 milléquivalents. Donc, il faut retenir la formule, on fait la différence entre les charges et le Na+, moins les bécars et le chlore. Donc, on a ce qu'on appelle le trou anionique. Donc, le trou, pour plus d'informations, il faut y aller au cours TAC, ce qu'on appelle l'équilibre acide-base, pour comprendre mieux le trou anionique. S'il y a des questions, je suis toujours là. Donc, on arrête dans 3 minutes. C'est bon? Docteur, je pense qu'il ne reste pas de questions. D'accord. Donc, à la prochaine. Oui. Merci, Ramadan Moubarak. Merci beaucoup, docteur. Pas de quoi. C'était clair? Oui, merci beaucoup, docteur. D'accord, ça.